Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons merci pour cette fidélité. Nous poursuivons le programme de redevabilité des membres du gouvernement Samalou Condé pour faire le bilan des actions réalisées dans le cadre de l'an 1 de l'existence de l'équipe Jean-Michel Samalou Condé. Dans ce gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe du genre, des enfants, des femmes. Ce ministère a été attribué à une femme, Gisèle Ndayalou-Seba. C'est avec elle que nous allons faire l'évaluation des réalisations dans ce ministère dont elle a la charge de conduire. On le saura comment cela a été fait. Madame la ministre, je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Venez s'il vous plaît. Voilà, la femme qui a la charge de s'occuper de la famille. Il s'agit des hommes, des femmes, des enfants, du genre. Madame la ministre, comment vous allez? Très bien. Vous êtes issue d'une famille vous-même, donc vous vous retrouvez comme un poisson dans l'eau. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement Samalou Condé a célébré son premier anniversaire. Dans vos attributions, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous faire une présentation sommaire de ce qui vous a été demandé de faire depuis que ce ministère vous a été confié? Merci beaucoup, Françoise. Une fois à la tête de ce ministère, moi j'ai toujours dit ce méga ministère parce que c'est un ministère transversal, un ministère que vous retrouvez partout dans tous les secteurs. Parce que quand on parle du genre, vous avez la femme, vous avez l'homme. Vous ne pouvez pas vous développer sans qu'il y ait les êtres humains, comme on l'a dit, la ressource humaine. Donc, une fois à la tête de ce ministère, j'ai commencé d'abord par des consultations. Au niveau de mon secrétariat général, je devais m'approprier d'abord de la politique du ministère. Et après cela, j'ai trouvé, il y avait plus de 10 ans, il y avait un dossier brûlant qui a dénoué, si je peux le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a de violences basées sur le genre, le lancement de la campagne Tolérance Zéro. Donc, avec le chef de l'État, le 19 juin, si vous aviez suivi, à partir de Touri, Béni, je crois, le chef de l'État avait lancé la campagne Tolérance Zéro. Donc, vraiment une avancée déjà au niveau de notre ministère. Et en suivant la fête de mission ou bien le programme du gouvernement dans le pilier 14, nous avons l'autonomisation de la femme. Dans l'autonomisation de la femme, nous avons commencé d'abord par le renforcement des capacités des femmes. Là, après le renforcement, on devait attribuer aux femmes des kits qui pouvaient leur permettre de se prendre en charge parce que c'est ça même qui fait le programme, bien la politique du ministère du genre, famille et enfants. Donc nous avons commencé par former les femmes au Kasaï. Nous avons le Kasaï oriental, le Kasaï occidental. Pourquoi le choix du Kasaï pour commencer? Je sais que vous n'êtes pas encore arrivé au Kasaï. Le jour où vous y arriverez, vous allez trouver que nous sommes dans un autre pays. La femme n'est pas considérée. Donc, ma lutte, si je l'ai menée de tout le temps, c'est par rapport à ce que j'ai vécu au Kasaï, parce que j'ai passé 2 décennies au Kasaï, plus précisément au Kasaï oriental à Mbujimaï. J'ai vu comment les hommes sont en train de traiter les femmes. C'est comme ça que nous avons commencé par là, pour qu'on puisse faire comprendre à la femme qu'elle a une place importante dans la société. Et dans la vision aussi du chef de l'État, il est en train de soutenir la femme, la promotion de la femme. Et là, nous avons commencé avec des formations au Kasaï, comme je l'ai dit. On a remis des kits au Kasaï, les 2 Kasaï oriental et central. On a formé les femmes ici à Kinshasa. On a donné aussi des kits. Il y a eu aussi des femmes rurales que nous avions formées. Et ces femmes ont bénéficié aussi des kits. En dehors de cela, nous avons eu aussi organisé
la conférence régionale, la CAC, avec les femmes de médiation et de paix, et qui s'est passée ici à Kinshasa, avec les femmes qui sont venues de l'Afrique centrale. Nous avons organisé aussi des ateliers sur la ZELCAF pour permettre aux femmes commerçantes qu'il y ait des échanges avec les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Ce sont des réalisations que nous avons fait dans notre ministère. Il y a eu aussi l'encadrement des enfants, parce qu'il y a les enfants qui ont fait des plaidoyers pour qu'il y ait le Parlement d'enfants. Et d'ici là, avec le Premier ministre, qui a toujours un œil regardant dans tout ce que nous sommes en train de faire et qui porte aussi la vision du chef de l'État et surtout qui pense à la promotion de la femme, je crois qu'il y aura un décret par rapport à l'organisation du Parlement de l'enfant. Et il y a aussi le CICM aussi que nous attendons, le décret, parce que avec tout ce que nous avons connu comme violence basée sur le genre, il faut qu'il y ait réinsertion des femmes, une réinsertion effective des femmes pour permettre à la femme de reprendre ou bien de retrouver sa place dans la société. Voilà un peu les grandes lignes de ce que nous avons fait pour la promotion de la femme dès notre arrivée au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame la ministre, vous avez dit que vous vous sentirez mieux d'être appelée ministre de la Famille. Alors, la famille au Congo, elle souffre de quoi, selon l'analyse de votre ministère? Et y a-t-il des politiques pour stabiliser les familles? Au départ, il y a un problème d'instruction qui se pose. Et c'est là, si je peux le dire, et surtout constater par rapport aux moyens. Parce que quand vous vous retrouvez dans une famille où les parents n'ont rien à faire, papa n'a pas de travail, la maman non plus, je vois très mal comment elle peut amener les enfants à l'instruction. Donc déjà, c'est un problème. Deuxièmement, il y a aussi un problème d'encadrement aussi. Même si vous avez raté l'instruction, mais dites-vous bien qu'il y a des centres de formation qui sont là. Est-ce que ces centres existent chez nous? Oui, à Kinshasa, il y a des gens en privé qui ont de ces centres, mais au niveau aussi des institutions de l'État, comme au ministère des Affaires sociales et le ministère de formation professionnelle, il y a des centres qui sont là pour l'État, et là où nous orientons quand même des hommes et des femmes pour un renforcement des capacités, et après les orienter par rapport à ce qu'ils ont appris au travail. Voilà. Je reviens sur la famille, Madame la ministre, pour dire que vous avez évoqué la pauvreté aujourd'hui avec notre économie. Il y a des parents qui sont presque démissionnaires. On ne sait plus conserver les valeurs de l'éducation, les valeurs morales. Est-ce qu'au sein de votre ministère, vous étudiez cette question pour justement que le pays ne disparaisse pas? Parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien qui n'existe. Comment on fait pour résister à cette destruction de la société au sein de la famille? L'apport de votre ministère. Nous sommes en collaboration avec les églises, aussi le ministère de l'EPST, parce que avec le ministère de l'EPST, nous avons le cours de l'éducation familiale ou l'éducation civique aussi, qui peut toujours accompagner. Nous avons aussi des structures féminines qui sont là. Bon, dans ça, le ministère du Genre s'implique pour essayer un peu de relever ce niveau. Parce que sans la communication, sans la formation, dites-vous bien que nous ne pouvons rien réaliser par rapport aux défis que nous devons réaliser dans notre ministère et aussi dans notre pays. Vous avez aussi la charge des enfants, Madame la ministre, pour des parents qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. C'est la société qui est en perdition. Les enfants aujourd'hui, tous ne sont pas à l'école. Il y a certains qu'on rencontre
dans les rues, qu'on appelle, je ne sais pas moi, les chégués ou quoi. Est-ce que votre ministère pense à récupérer ces enfants parce qu'ils ont une utilité dans la société? Comment comprendre que la place des enfants soit dans la rue? C'est aussi une main-d'œuvre qui disparaît pour un État. Nous sommes dans un processus, je crois que d'ici là, avec le Premier ministre, il y aura un décret sur le Parlement des enfants, la protection de l'enfant. Toutes ces lois, c'est pour permettre à ce qu'on puisse sécuriser tout ce qu'il y a comme valeur dans les enfants. Dites-vous bien que les enfants qui sont sur la rue, les enfants abandonnés, ça c'est une bombe à retardement. Demain, nous n'allons pas reconnaître notre société par rapport à ça. Et c'est comme ça que le ministère du Genre, Famille et Enfants est en train de se déployer pour créer des centres pour ces enfants-là. Parce qu'il y a des orphelins qui sont sur la rue, il y a des enfants qu'on considère des sorciers dans la famille qui sont sur la rue, et où il y a aussi des enfants abandonnés. Donc il y a beaucoup de catégories des enfants, et à chaque catégorie, nous devons voir comment les encadrer par rapport à ce qu'ils ont comme problème. Parce que nous ne devons pas le mettre tous ensemble. Chacun d'eux a un problème, et on va voir dans les centres de formation, les centres d'encadrement aussi, voir comment les orienter pour que demain, on puisse récupérer quand même l'éducation de ces enfants, et demain qu'on parle de vrais enfants, parce que les enfants, je crois que c'est l'avenir de la société, mais l'avenir de la famille. Avant l'arrivée de ces centres d'encadrement, Madame la ministre, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans les écoles, dans les milieux des enfants, l'immoralité, la pornographie, des vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux? C'est quoi la politique du gouvernement pour préserver nos sociétés? D'abord, nous sommes arrivés là, c'est par rapport à la technologie. Il y a aussi les réseaux sociaux qui aujourd'hui contribuent à la destruction du milieu scolaire et pourquoi pas la destruction des enfants. Moi, je crois qu'au niveau du gouvernement, avec les autres ministères, par exemple le le ministère PETENTIC ou oui, la communication, l'éducation. Ensemble, oui, nous sommes en train de travailler pour essayer un peu de verrouiller certaines émissions ou bien certains espaces où on est en train de propager des images qui sont en train de ternir l'image de la société, et pourquoi pas, en tout cas, qui va à l'encontre de l'éducation des enfants. Et là, les secteurs en question sont en train de travailler pour voir. Parce que j'ai reçu des correspondances, des plaintes des parents. Et aussi, quelque part, je trouve que ce sont des parents qui sont aussi responsables. Parce que déjà, l'éducation... Dans quelle mesure? L'éducation commence à la maison. Si le parent est incapable de contrôler... Moi, je donnerai l'exemple. Moi, personnellement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et on m'a appris à ne pas demander l'argent à quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'à mes parents. On m'a appris à ne pas acheter quelque chose sans pour autant demander l'autorisation des parents. Mais aujourd'hui, nous voyons de jeunes filles qui s'amènent à la maison avec des téléphones coûteux, avec des habits coûteux, et les parents sont incapables. Donc les parents ont failli à leurs responsabilités. Donc les parents ont failli, l'Église peut relever, l'école peut relever, et pourquoi pas la société, et pourquoi pas le ministère aussi peut intervenir pour récupérer ces enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont enfants parce qu'ils sont sous tutelle de tel ou tel parent, mais ils sont là pour la société, ils sont là pour la République. Ce sont les enfants du gouvernement. Donc le gouvernement doit prendre ces enfants en charge, les accompagner pour que demain, qu'elles puissent être utiles à la société. Vous êtes la ministre du genre. Comment comprendre ce concept genre, souvent qui est mal interprété? Comment vous avez, dans votre ministère, essayé de théoriser cela et mettre cela en pratique? Ministère du genre, d'abord,
Le rôle que nous sommes en train de jouer, ou bien ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est changer ce narratif-là. Parce que quand on parle du ministère du genre, on parle c'est le ministère de la femme. Genre, comme je l'ai dit, il y a l'homme qui est là. Nous devons nous occuper de l'homme, nous devons nous occuper de la femme. Et aussi nous occuper de l'enfant. Nous occuper comment? Parce qu'il y a des attributions de l'homme, il y a des attributions de la femme. Il y a aussi des violences qui sont faites aux femmes et des violences qui sont faites aussi aux hommes. Là, nous parlons de violences basées sur les genres. On ne parle pas de violences spécifiquement, des violences faites Mais on aux est dans femmes. une société où on fait beaucoup plus de bruit. Quand il y a violation des droits des femmes, on parle des femmes battues, des femmes qui n'ont pas de promotion dans l'administration un peu partout. Mais on fait moins cas sur les hommes. Mais c'est tout à fait normal. La femme représente 52%. Hier, c'était 52, je crois. Actuellement, nous pouvons parler peut-être de 53, 54%. Parce qu'on continue toujours à mettre au monde. Il y a beaucoup de filles et de garçons. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut que se battre plus pour ce qui est beaucoup. C'est le nombre de femmes. Alors, la première victime dans tout ce que nous pouvons parler des violences, c'est la femme. Okay. Oui. Parce La que femme elle-même n'est pas à la perd. base. La femme serait-elle à la base de ce qu'elle vit comme violation des droits? Oui. Elle est à la base elle-même de ce qu'elle vit comme violation de ses droits? Vous comprenez ça comme ça? Parce qu'il y a une opinion qui estime que la femme, c'est elle-même qui se cherche des problèmes. Elle doit rester à l'écart. Et quand elle veut se mêler des choses qui ne la concernent pas... Aujourd'hui, nous avons une partie du pays qui est en guerre. Nous avons l'Est. La première victime de cette guerre, c'est qui? C'est la femme. Parce que d'abord, la femme, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle a perdu même ses valeurs. Hein? Aujourd'hui, on est en train de violer la femme devant les enfants, on viole la femme devant son mari et ses enfants. Donc, la première victime, c'est la femme. Donc, si aujourd'hui, il y a des cris partout au monde, c'est par rapport à ce que la femme subit. Bien sûr, il y a aussi les violences faites aux hommes, parce qu'il y a de ces femmes qui, dans le milieu du travail, harcèlent aussi les hommes par rapport à leur accoutrement, leur façon de parler. C'est aussi une forme de violence. Mais ce qui est criant, c'est par rapport à la femme. La femme ne sait pas se retrouver. C'est pourquoi des plaidoyers que nous sommes en train de mener, c'est pour permettre à la femme de retrouver sa place et que la femme retrouve sa valeur. C'est pourquoi dans le ministère du genre, nous avons toute une structure qui s'occupe de ces violences. C'est la VIFEM, là où on trouve les femmes qui sont violées. Et quand elles sont violées, il faut qu'il y ait quand même un encadrement psychologique, un encadrement juridique, qu'il y ait un encadrement par rapport à sa santé. Et plus, là, elle intervient sa réinsertion dans la société. C'est à ce moment-là que nous parlons de l'autonomisation de la femme. Donc, après tout ce qu'elle a connu, elle ne devient pas inutile à la société. Elle doit quand même revenir à ce qu'elle était en train de faire. Et voilà le rôle que le ministère du Genre, Famille et Enfants fait, et de l'apprendre et voir comment lui donner des kits de résilience, lui donner tout ce qu'il faut pour lui permettre quand même d'être encore une fois utile à la société. Vous avez dit la femme est la première victime des guerres dans notre pays, mais c'est la femme qui parle à l'homme. C'est la femme qui convainc l'homme d'arrêter de prendre les armes. Donc, quelque part, elle a aussi une responsabilité pour que ça s'arrête. Est-ce que vous sensibilisez les femmes sur cet aspect des choses? Oui, il y a des avancées par rapport à cela. Par exemple, à l'Est, nous avons des femmes qui se sont regroupées et ces femmes qui sont en train de faire des plaidoyers partout, au niveau national comme international, pour que la guerre cesse. Et je crois qu'avec tout ce qu'on a comme avancé par rapport à la guerre de l'Est, la personne la plus indiquée, la personne qui a mené beaucoup de plaidoyers, c'est la femme. Et quand la femme parle, moi je crois que c'est tout le monde qui écoute. Voilà un peu le rôle que la femme est en train de jouer. Quel est le rôle que doit jouer l'homme dans le combat
pour les droits des femmes. On est dans une société, vous dites qu'il y a plus de femmes, mais on regarde, par exemple, l'Assemblée nationale, 500 députés, il y a un faible nombre de femmes, difficile de conduire, de faire voter des lois si uniquement les femmes devaient les porter. Quelle est la place, le rôle que l'homme doit jouer pour que les droits, qu'il y ait des avancées dans les droits des femmes? De toutes les façons, l'homme doit toujours être là parce qu'il ne peut pas avancer sans la femme. Et une fois qu'il avance et il laisse la femme, vous allez sentir toujours qu'il y a ce décalage-là. C'est pourquoi l'homme est le premier à faire des plaidoyers pour la femme. Et ce ne sont pas des cadeaux qu'on donne aux femmes. Elles méritent ces femmes-là pour qu'elles puissent se retrouver aussi quelque part, qu'elles puissent aussi être sur presque le même point d'égalité, si on peut le dire, parce qu'aujourd'hui on parle de 30%, mais le combat est là et nous sommes tenus à arriver même à 50%, pourquoi pas. Dis-toi bien, Françoise, il n'y a pas des universités où il n'y a que des hommes. Il n'y a pas des écoles où on apprend qu'aux hommes, mais il y a... Donc elles ont les mêmes chances que les hommes. Les mêmes opportunités. Comme on les donne aux femmes, on les donne aussi aux hommes. Voilà. Mais on les donne, mais on est dans une société où on estime que ça, c'est nos traditions, qu'il faut donner plus de chances aux hommes pour avancer et les femmes les réserver pour le mariage. Ça existe encore dans notre société. C'est pourquoi le premier partenaire que nous avons, ce sont des chefs coutumiers, les chefs des églises, que nous échangeons tous les jours avec eux pour leur montrer qu'ils ont un rôle important à jouer par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes liés aux us et coutumes, dites-vous bien, même si on fait des plaidoyers, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Donc, les chefs coutumiers, les chefs des églises, les leaders d'opinion, comme on le dit, je crois qu'ils sont tenus à accompagner tout ce que la campagne que nous sommes en train de mener au ministère du Genre, Famille, Enfants, pour atteindre les objectifs de l'épanouissement de la femme. Sous votre mandat, le chef de l'État a réuni ses collègues ici pour parler de la masculinité positive. On se rappelle, ça a eu lieu c'était le 25 novembre. C'était quoi le message que les dirigeants africains ont voulu bien faire passer? Bon, avant que nous soyons là, il y a eu des femmes leaders qui ont marché, qui ont parlé, qui ont écrit, qui ont fait des plaidoyers, mais tout ça n'a pas abouti. C'est comme ça que le concept de masculinité positive, c'est un concept qui est venu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je profite de cette occasion, je remercie beaucoup, parce que dans sa vision, il veut la promotion de la femme. Donc, il a senti qu'il y avait vraiment des violences qui étaient faites aux femmes, mais malgré les plaidoyers, malgré tout ce qu'on pouvait dire, personne ne pouvait sentir qu'il y avait des avancées. Alors, il fallait commencer cela au sommet. Au sommet, c'est-à-dire des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui devaient en principe porter cela. Et une fois qu'eux portent le message, je crois qu'ils auraient peut-être changé beaucoup de choses par rapport à ce qu'on parle de la masculinité positive. Donc un portage un peu plus politique à haut niveau pour faire passer le message. Et tout à fait. Madame la ministre, ça passe un peu plus vite. Hein. On a presque terminé le temps qui nous a été imparti. Votre ministère fait aussi des études. On dit que le taux d'analphabétisation est un peu plus élevé pour les femmes, mais je crois que ces femmes nous suivent en ce moment. Est-ce que vous avez un message particulier pour ces femmes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux ou les télévisions pour qu'ils comprennent la responsabilité que vous avez au sein de ces ministères et pourquoi faire confiance à votre gouvernement? Vous pouvez passer ce message en lingala, kikongo, swahili, comme vous voulez. Sentez-vous à l'aise. Bon, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire dans notre ministère,
Je dirais à toutes les femmes d'abord de faire confiance à leur ministère. Une année déjà à la tête de ce ministère, c'est tout un chantier que nous ne pouvons pas réaliser dans 365 jours. Donc, nous avons fait ce que nous pouvions. Et donc, si je peux même dire qu'on a fait juste le 50% de ce qu'on devait en principe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent intervenir pour réaliser réellement la lettre de mission qui nous est assignée. Donc, si on peut nous donner encore la chance de faire encore mieux, moi je crois que nous pourrons atteindre toutes les femmes par rapport à leurs préoccupations, ce qu'elles attendent de leur ministère du genre, famille et enfants. Ce ministère, ce n'est pas seulement pour les femmes, ce n'est pas seulement pour les enfants, c'est le ministère des hommes, des femmes et des enfants, donc le ministère de la famille. Nalingi koloba boy. Et pas ya ba maman mingi ba maman congolaise. Ba ki ministère na bango ezali. Ministère wana na mbala oyo ezo salisa bango. Ministère ya liputa. Eza ya liputa te mbala oyo ezali pona ko salisa bango ba mona ndenge nini bakoki ko sala pe misala. Misala na ngonga oyo eza kaka pona ba papa te. Mama pe ifasala musala. Ata soki atangi, ata soki atangaki te. Mais esengeli azala wana po ayeba ke azo sunga pe libota na ye. Wana eza très important. Tokoki kotikela charge ya libota kaka na ba papa te, kasi ba mama pe bazali wana pona kotombola. Parce que tozotala ba mama bazali ebele koleka ba papa. Yango wana otumboli Félix, otumboli ba mama na vision na ye. Ya vision ya mokonzi ya mboka ezali alingi amona mama azala na mutu ya ba institution, mama azala na mutu ya ba ministère ya minene. Pour preuve lelo alakisi biso ba mama bazala ba ministère ya kilo, ba ministère ya talo, bazali pe ba mama bazala ba institution ya minene neti na banque centrale toza pe na mama. Donc mama limbisa nzoto te ayeba ke ministère ezali pona kosunga bango na misala, ezali pona kosunga bango na mateya, ezali pona kosangisa mabota oyo epanzani. En Swahili aussi? C'est possible? Minasema kuba mama bote na majama yote, minaomba bote bayu ya kusema ministère yabo ya genre et famille iko. Ni ministère ki unasaidia ba mama, unasaidia ba baba, unasaidia batoto. Ile ministère inakuwa njua kufundisha, kupatia kazi, kuyua namna kani ya kutumika ile kazi, njua ya kusema ba mama basibakie kumukongo. Kazi haina para mambo ya baba hapana. Ni kazi iko njuu yetu shibote. Ba mama beko ba mingi sana. Bayu ya sema president wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anakuya njua kutosha mama mukila rikuya mama wampishi akuye mama ule anena kusaidia inchi, asaidie jamaa, ajisaidie ye mwenyewe, asaidie na jamaa yake. Voilà. Merci Madame la Ministre. On est en train de terminer cette émission. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez certainement obtenu des informations nécessaires sur ce qui a été fait dans ce ministère qui ne s'occupe pas que des femmes. Ce ministère s'occupe aussi des hommes et des enfants, bref, de la famille. Et vous avez suivi le dernier message de la ministre qui rappelle aux femmes qu'elles ne doivent pas rester en arrière, qu'aujourd'hui, l'apport de la femme n'est plus à démontrer, elle n'a qu'à s'assumer pour avoir une société équilibrée. Merci de nous avoir suivis à travers le monde. On vous retrouve très prochainement dans le cadre du même programme. Merci. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Bienvenue
Mesdames, Messieurs, vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons merci pour cette fidélité. Nous poursuivons le programme de redevabilité des membres du gouvernement Samalou Condé pour faire le bilan des actions réalisées dans le cadre de l'an 1 de l'existence de l'équipe Jean-Michel Samalou Condé. Dans ce gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe du genre, des enfants, des femmes. Ce ministère a été attribué à une femme, Gisèle Ndayalou Seba. C'est avec elle que nous allons faire l'évaluation des réalisations dans ce ministère dont elle a la charge de conduire. On le saura comment cela a été fait. Madame la ministre, je vous invite à me rejoindre sur ce plateau. Venez s'il vous plaît. Voilà, la femme qui a la charge de s'occuper de la famille. Il s'agit des hommes, des femmes, des enfants, du genre. Madame la ministre, comment vous allez? Très bien. Vous êtes issue d'une famille vous-même, donc vous vous retrouvez comme un poisson dans l'eau. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, le gouvernement Samalou Condé a célébré son premier anniversaire. Dans vos attributions, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous faire une présentation sommaire de ce qui vous a été demandé de faire depuis que ce ministère vous a été confié? Merci beaucoup, Françoise. Une fois à la tête de ce ministère, moi j'ai toujours dit ce méga ministère parce que c'est un ministère transversal, un ministère que vous retrouvez partout dans tous les secteurs. Parce que quand on parle du genre, vous avez la femme, vous avez l'homme. Vous ne pouvez pas vous développer sans qu'il y ait les êtres humains, comme on l'a dit, la ressource humaine. Donc, une fois à la tête de ce ministère, j'ai commencé d'abord par des consultations. Au niveau de mon secrétariat général, je devais m'approprier d'abord de la politique du ministère. Et après cela, j'ai trouvé, il y avait plus de 10 ans, il y avait un dossier brûlant qui a dénoué, si je peux le dire aujourd'hui, c'est qu'il y a de violences basées sur le genre, le lancement de la campagne Tolérance Zéro. Donc, avec le chef de l'État, le 19 juin, si vous aviez suivi, à partir de Ituri, Béni, je crois, le chef de l'État avait lancé la campagne Tolérance Zéro. Donc, vraiment une avancée déjà au niveau de notre ministère. Et en suivant la fête de mission ou bien le programme du gouvernement dans le pilier 14, nous avons l'autonomisation de la femme. Dans l'autonomisation de la femme, nous avons commencé d'abord par le renforcement des capacités des femmes. Là, après le renforcement, on devait attribuer aux femmes des kits qui pouvaient leur permettre de se prendre en charge parce que c'est ça même qui fait le programme, bien la politique du ministère du genre, famille et enfants. Donc nous avons commencé par former les femmes au Kasaï. Nous avons le Kasaï oriental, le Kasaï occidental. Pourquoi le choix du Kasaï pour commencer? Je sais que vous n'êtes pas encore arrivé au Kasaï. Le jour où vous y arriverez, vous allez trouver que nous sommes dans un autre pays. La femme n'est pas considérée. Donc, ma lutte, si je l'ai menée de tout le temps, c'est par rapport à ce que j'ai vécu au Kasaï, parce que j'ai passé 2 décennies au Kasaï, plus précisément au Kasaï oriental à Mbujimaï. J'ai vu comment les hommes sont en train de traiter les femmes. C'est comme ça que nous avons commencé par là, pour qu'on puisse faire comprendre à la femme qu'elle a une place importante dans la société. Et dans la vision aussi du chef de l'État, il est en train de soutenir la femme, la promotion de la femme. Et là, nous avons commencé avec des formations, Kasaï, comme je l'ai dit. On a remis des kits au Kasaï, les 2 Kasaï oriental et central. On a formé les femmes ici à Kinshasa. On a donné aussi des kits. Il y a eu aussi des femmes rurales que nous avions formées. Et ces femmes ont bénéficié aussi des kits. En dehors de cela, nous avons eu aussi organisé
la conférence régionale, la CAC, avec les femmes de médiation et de paix, et qui s'est passée ici à Kinshasa, avec les femmes qui sont venues de l'Afrique centrale. Nous avons organisé aussi des ateliers sur la ZELCAF pour permettre aux femmes commerçantes qu'il y ait des échanges avec les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Ce sont des réalisations que nous avons fait dans notre ministère. Il y a eu aussi l'encadrement des enfants, parce qu'il y a les enfants qui ont fait des plaidoyers pour qu'il y ait le Parlement d'enfants. Et d'ici là, avec le Premier ministre, qui a toujours un œil regardant dans tout ce que nous sommes en train de faire et qui porte aussi la vision du chef de l'État et surtout qui pense à la promotion de la femme, je crois qu'il y aura un décret par rapport à l'organisation du Parlement de l'enfant. Et il y a aussi le CICM aussi que nous attendons, le décret, parce que avec tout ce que nous avons connu comme violence basée sur le genre, il faut qu'il y ait réinsertion des femmes, une réinsertion effective des femmes pour permettre à la femme de reprendre ou bien de retrouver sa place dans la société. Voilà un peu les grandes lignes de ce que nous avons fait pour la promotion de la femme dès notre arrivée au ministère du Genre, Famille et Enfants. Madame la ministre, vous avez dit que vous vous sentirez mieux d'être appelée ministre de la Famille. Alors, la famille au Congo, elle souffre de quoi, selon l'analyse de votre ministère? Et y a-t-il des politiques pour stabiliser les familles? Au départ, il y a un problème d'instruction qui se pose. Et c'est là, si je peux le dire, et surtout constater par rapport aux moyens. Parce que quand vous vous retrouvez dans une famille où les parents n'ont rien à faire, papa n'a pas de travail, la maman non plus, je vois très mal comment elle peut amener les enfants à l'instruction. Donc déjà, c'est un problème. Deuxièmement, il y a aussi un problème d'encadrement aussi. Même si vous avez raté l'instruction, mais dites-vous bien qu'il y a des centres de formation qui sont là. Est-ce que ces centres existent chez nous? Oui, à Kinshasa, il y a